Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Delrieux au micro de Nouvelle Conscience. Emmanuelle Delrieux est écopsychologue et cofondatrice de l'association francophone d'écopsychologie, l'AFECOP, aux côtés de Johan Svejkar. Par sa douceur et sa clarté, Emmanuelle Delrieux parvient à mettre en mots des phénomènes encore naissants en Occident. L'écopsychologie en fait partie. Cette manière d'être au monde, en totale horizontalité avec les autres formes de vie sur Terre, pense et réinsère l'humanité dans toute sa naturalité. Je suis heureuse d'offrir cet espace d'écoute et de dévoilement de l'aspect concomitant des grandes souffrances planétaires, la souffrance intérieure comme écho des souffrances de la Terre. Alors bienvenue dans cet échange, profondément ancré ici, tout en cheminant vers des futurs possibles, souhaitables et durables. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Manon. Comment vas-tu en ce lundi matin ? Écoute, je vais bien. Je suis très heureuse d'être avec toi, de commencer cette semaine pour parler d'un sujet qui me transporte, qui me passionne. Super, je suis ravie également qu'on puisse parler d'écopsychologie ensemble, d'écologie à la fois individuelle, collective, d'écologie du monde. Je me réjouis de t'avoir au micro du podcast. Donc, pour commencer, je vais te proposer de te présenter avec le cœur et en conscience pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent peut-être pas encore. Merci Manon. Alors, je m'appelle Emmanuelle Delrieux et je suis initialement psychologue du développement, psychologue développementaliste. C'est une discipline qui est déjà pas du tout connue en France et où on va étudier toutes les phases de changement de vie, de l'âge fœtal jusqu'à la mort de l'être humain. Et j'ai beaucoup aimé cette discipline parce que elle est très intégrative, très holistique dans la psychologie et elle ne se réduit pas qu'à la psychologie, elle va aussi faire de la transdisciplinarité avec notamment la biologie, la médecine, les neurosciences. Donc, j'ai beaucoup aimé cette discipline. Bref, et je travaille en cabinet depuis plus de 15 ans. Je me suis spécialisée pour l'accompagnement des personnes au potentiel intellectuel, hypersensible et hyper empathique, et dans le burn-out. Et tout cela m'a conduit il y a 3 ans à prendre conscience de ce qui se passait réellement à l'heure actuelle sur le plan systémique, savoir le bouleversement climatique et tous les enjeux qu'il peut y avoir. C'est là que j'ai découvert ce qu'était l'éco-anxiété pour l'avoir traversé moi-même. Et toutes ces différentes écopathologies qui finalement sont le reflet des maux et des souffrances que l'être humain vit d'un point de vue psychique par rapport au collapse, aux effondrements qui se vivent au niveau de la Terre. Et j'ai rencontré l'écopsychologie en lisant un livre de Pablo Servigne. Et forcément, comme je suis une ex-chercheuse, eh bien, j'ai cherché et j'ai trouvé ce qu'était l'écopsychologie. Et pour moi, ça a été une révélation. Mais plus qu'une révélation, ça a été une initiation. Quelque chose qui s'est vécu dans le corps, en profondeur. Et du coup, je me suis formée à l'écopsychologie et je suis actuellement aussi écopsychologue et écothérapeute. Voilà Manon. Super, merci beaucoup pour cette présentation assez exhaustive. Tu parles d'écopsychologie.
Donc c'est une discipline qui est encore peu connue en France, qui a commencé à pas mal se développer de l'autre côté de l'océan Atlantique, notamment aussi en Suisse, plutôt au niveau européen, en Belgique aussi. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette discipline, ce que c'est, et également différencier les écopratiques des écothérapies? Parce je crois qu'on peut parfois confondre l'écopsychologie avec une forme de traitement de l'éco-anxiété, et ce n'est pas que ça. Donc voilà, est-ce que tu pourrais un peu nous en dire davantage sur ça, s'il te plaît? Entendu, Manon. Alors, dans ce que tu as posé, il y a une double question. Alors, je vais d'abord recadrer peut-être ce qu'est l'écopsychologie, puis après on reviendra sur, tu me diras pas de me reposer la question, parce que des fois j'ai tendance à être un peu trop passionnée. Du coup, l'écopsychologie, c'est rigolo, tu vois, tu as employé le terme de discipline. En fait, l'écopsychologie n'est pas une discipline. Elle a vu, comme tu l'as précisé, en fait, elle a vu jour sous la plume de Rosnack en 73 dans une période de grosse mouvance aux États-Unis et de réactivité par rapport à la fois à la guerre et à la fois aux conséquences écologiques que la surproduction et notre état de colonisation et de consommation en fait du vivant engendrait. Et du coup, Rosnack lui a créé en fait l'écopsychologie en mettant au centre de la préoccupation de l'écopsychologie la relation homme-nature. Et en fait, pour lui, il faut écologiser cette relation vue par les psychologues. Et en fait, il faut psychologiser cette relation homme-nature par celle des écologues. En fait, Heger, lui, dit dans un de ses livres, je crois en 2017, il disait en fait, à travers le mariage entre l'écologie et la psychologie, l'écopsychologie vise à réharmoniser en profondeur les relations en fait entre les humains, la Terre et tous les êtres qui l'habitent. Mais l'écopsychologie, en fait, il y a un auteur qui s'appelle Andy Fisher, qui est aussi une autre tête de file très connue en écopsychologie, qui propose de définir l'écopsychologie comme en fait un projet, comme une grosse entreprise avec de multifacettes, et dans laquelle, en fait, on ne peut pas réduire l'écopsychologie à une discipline traditionnelle. Et en fait, c'est intéressant ce qu'il pose Fischer, parce que en expliquant que, pour l'instant, l'écopsychologie ne peut pas se réduire à une discipline, il redonne, en fait, à l'écopsychologie ces deux sources fondamentales. Une, que l'écopsychologie a forcément une approche expérientielle ou phénoménologique, c'est-à-dire que ça passe par l'individu, par le fait que l'individu se réimmerge dans la nature, dans le vivant, avec le vivant, et réexpérimente une conscience d'interdépendance, d'interconnexion avec la tapisserie du vivant. Et de l'autre côté, que l'écopsychologie a une approche critique et complexe au sens d'Edgar Morin, face à nos sociétés destructrices qui prônent en fait la puissance de l'homme-femme sur le reste du vivant, avec sa supériorité autoproclamée ou son indispensable utilité pour la nature. Finalement, ces deux aspects, à la fois phénoménologique, expérientiel, et de l'autre réflexif, au sens aussi de la complexité, fait qu'à ce jour, l'écopsychologie ne peut pas être une discipline puisque ça renvoie encore à ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, c'est-à-dire que on va avoir deux univers encore très séparés, le monde universitaire et le monde de la pratique, mais aussi ça met en reflet ce qui se passe en nous, c'est-à-dire la dissociation tête et ressenti. En fait, l'écopsychologie se doit d'éviter un écueil et soit de partir dans trop de ressentis en oubliant de prendre le temps, tu vois, de réfléchir le pourquoi, du comment on en est venu à se couper de la relation du vivant et à instaurer en fait une relation destructrice, et de l'autre à hyper-mentaliser les phénomènes sans prendre le temps de vivre et de se laisser transformer par l'expérience. Du coup, tu vois, l'écopsychologie, par exemple, la FECOP, j'ai oublié de te préciser, mais on a créé avec Johan Zvechkar, qui est mon collègue, une association francophone d'écopsychologie qui s'appelle la FECOP. En fait, on se propose de définir l'écopsychologie comme un champ transdisciplinaire, tu vois, qui souhaite en fait explorer, comprendre, mais aussi expérimenter et prendre soin des interrelations profondes entre les différentes dimensions humaines, c'est-à-dire intellectuelles, émotionnelles, corporelles, spirituelles, et celles de la nature, du vivant et l'inorganique. Et finalement, l'écopsychologie, à travers tout ce qu'on peut lire des différents sous-ensembles de l'écopsychologie, va avoir deux postulats. Et c'est ces deux postulats qui sont importants.
c'est que le premier, l'écopsychologie postule des liens de réciprocité entre d'un côté les souffrances planétaires et les souffrances humaines, et de l'autre entre le prendre soin et la régénération des liens fondamentaux à l'intérieur de soi et le vivant, et celle de l'humain à prendre soin de la Terre. Et ça, c'est vraiment, en tout cas pour moi, ça a été un des postulats qui m'a fait vraiment rentrer dans l'écopsychologie comme une vraie occasion à la fois de réfléchir, de vivre et de se laisser vivre par la prise de conscience de la souffrance et du prendre soin et la guérison. Et en fait, le deuxième postulat de l'écopsychologie, c'est que l'écopsychologie va œuvrer à transformer les paradigmes sociaux et culturels, en fait, qui ont contribué et qui contribuent à la destruction des écosystèmes et au déracinement, en fait, de l'humain avec le vivant et la nature. Et donc la question que je me pose, c'est concrètement, au-delà du coup de ces définitions, de cette vision-là de l'écologie, comment expérimenter justement cette forme-là de reliance à la nature? Ça revient justement à la seconde partie de la question. Il existe des éco-pratiques et également un accompagnement plutôt thérapeutique. Comment l'écopsychologie se concrétise dans un mode de vie, dans des expériences corporelles, sensibles? Qu'est-ce qui est expérimenté de ce point de vue-là? Alors, en fait, effectivement, l'écopsychologie, depuis cette dernière décennie, a inclus les écopratiques et les écothérapies. Il faut juste savoir, en fait, pour les auditeurs, c'est important pour éviter les amalgames, de comprendre que ces trois champs, écopsychologie, écopratique, écothérapie, ont vécu un développement de concepts et un développement de pratiques en parallèle, mais pas forcément concomitant. C'est-à-dire que l'écopsychologie n'a pas développé les écopratiques et les écothérapies. Ça s'est fait en parallèle et on va dire que ça se rejoint à l'heure actuelle pour effectivement expérimenter la reliance avec le vivant. Alors concrètement, comment ? Eh bien, on va différencier les écothérapies des écopratiques, premièrement. Les écopratiques vont regrouper toutes les pratiques qui vont aller des pratiques alimentaires, consommatoires, relationnelles, pour réapprendre à rentrer en relation avec le reste du vivant, puis aussi apprendre à rentrer en relation avec le vivant à l'intérieur de soi. Donc concrètement, ça va passer par les bains de forêt, ça va passer par faire des stages de réensauvagement, c'est-à-dire des stages où on va réapprendre à aller en forêt, à aller dans différents lieux de nature pour rencontrer, comme ce que Morisot appelle les autres manières d'être vivant. Et puis rencontrer aussi son corps, parce que dans toutes les écopratiques, on va mettre un point majeur à la corporalité. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand je te parlais tout à l'heure des paradigmes qui nous ont coupés de la relation vivant, eh bien, nous sommes complètement coupés de notre corps. C'est-à-dire que le paradigme de Descartes, je pense, donc je suis, eh bien, nous en sommes en tant qu'occidentaux la pure incarnation. Nous sommes notre pur mental et nous sommes guidés par notre mental, avec un mental qui est déraciné, déconnecté et qui consomme énormément d'énergie. Et du coup, on n'est plus du tout en contact avec notre corps ressentant. Or, pour pouvoir se connecter et se relier au vivant, eh bien, il va falloir se reconnecter et aider notre mental et notre processus identificatoire à se réidentifier à ce corps ressentant pour pouvoir aller vers un corps ressentant plus large qui est aussi celui du vivant et des autres manières d'être vivant. Donc, on va utiliser des techniques psychocorporelles qui sont aussi déjà connues. On va utiliser dans les écopratiques des pratiques de cercles de parole. On va utiliser des pratiques chamaniques aussi, des rites de passage. On va revenir sur un travail qui va venir nous faire ressentir ce qui se passe là dans notre corps lorsque l'on est en contact avec un arbre, avec le bruit d'une cascade, avec l'observation tout simplement des autres êtres vivants. L'écothérapie, elle, va venir beaucoup plus travailler les maux, les souffrances qui sont générées par la destruction du vivant, souvent des souffrances psychiques. Est-ce que tu vois je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Oui, c'est clair pour moi, merci.
Bah, tant mieux. Et du coup, effectivement, l'éco-psychologie à l'heure actuelle, eh bien, vient inclure des éco-pratiques et des écothérapies. Et pas forcément parce que là, j'ai parlé de plein d'éco-thérapies et de plein d'éco-pratiques différentes. Celle qui est peut-être la plus connue, c'est le TQR, le travail qui relie de Joanna Macy, que beaucoup, en fait, entendent et connaissent. Voilà. D'accord. Tu parlais tout à l'heure également d'une transformation de l'homme en profondeur, notamment dans un lien social avec du coup le reste de la société. C'est également, on peut transposer l'éco-psychologie également en société. Donc, comment, selon toi, elle va intervenir en profondeur pour changer nos comportements consommatoires, dont tu parlais également, notre façon d'être au monde en ville et pourquoi pas dans nos professions, dans notre manière de vivre au quotidien? C'est une excellente question. C'est-à-dire qu'effectivement, l'éco-psychologie, elle va venir, si du coup on prend le fil conducteur de la définition que j'ai donnée tout à l'heure, elle va venir aider à relier le mental avec le reste du ressenti et du corps. Elle va venir aider à relier tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et on va à la fois travailler les paradigmes, c'est-à-dire tout ce qui vient tisser nos croyances et nos représentations du monde avec nos expériences de ressenti. Donc en fait, l'éco-psychologie va nous aider à reconnaître. En fait, on va passer par différentes étapes. On va venir reconnaître les souffrances, les destructions, les effondrements qu'il y a en nous et reconnaître également ces souffrances à l'extérieur. Et en travaillant cette reconnaissance des souffrances, on va aussi apprendre à reconnaître et à redévelopper les compétences du prendre soin, les compétences de responsabilisation. Comment prendre soin de cette souffrance à l'intérieur de soi? Comment prendre soin de la souffrance à l'extérieur dans le monde? Il ne s'agit pas de tout porter, il ne s'agit pas de prendre toutes les souffrances à l'extérieur, mais il s'agit par l'écoute intérieure de ce qui résonne bon en soi, de trouver en fait ces voies intérieures pour aller prendre soin. C'est-à-dire que il va y avoir des personnes qui vont prendre soin peut-être plus à travers de la régénération, d'autres à travers de la revitalisation, d'autres à travers du réensauvagement. Et tout ça, c'est parce que ça va être vécu à travers son expérience individuelle. L'éco-psychologie va aussi apprendre à repenser complexe. Et c'est hyper important de repenser la complexité à l'heure actuelle, puisque les phénomènes que nous vivons, à la fois de souffrance interne et de souffrance du vivant à l'extérieur, sont dus à des complexités de phénomènes qu'on ne peut pas appréhender en tirant simplement un fil. Donc, réapprendre à penser complexe, c'est fondamental pour revenir aussi à l'humilité et revenir à une autre conception du vivant. Alors, bien sûr, tout ça, ça se fait aussi avec un changement de paradigme, comme je te l'ai dit, un changement de paradigme de la tête et du corps dissocié à la Descartes pour revenir à un principe plus unifiant et interdépendant. C'est-à-dire qu'on va remettre l'interdépendance au centre de notre vie. Mais ça va passer aussi par retrouver une relation différente avec la temporalité, une temporalité qui sera aussi connectée à celui du vivant, retrouver une temporalité aussi humaine, différente. Et ça va passer, comme je te le disais, par des processus de guérison, des processus de transformation individuelle et collective. D'accord, merci. En tant qu'éco-psychologue et psychologue développementaliste, tu fais souvent face à des personnes souffrant de burn-out. C'est une également de tes spécialités. Quel lien peux-tu faire entre les souffrances des sociétés humaines, les souffrances d'ordre anthropologique et les souffrances écologiques? Est-ce que selon toi, il y a un lien justement systémique entre ces deux types de, peut-être pas de destruction intérieure, ce serait peut-être un peu fort, mais en tout cas de déstabilisation et de souffrance finalement, tout simplement. Je te remercie Manon de poser cette question. Oui, en fait, tu viens de le poser. Pour moi, le lien est direct. C'est un lien qui est systémique et interdépendant. Alors, c'est pas que pour moi, c'est aussi pour l'éco-psychologie. Et c'est pour ça que je me suis mise à travailler le burn-out de l'humain avec le burn-out de la Terre, dans une notion de profond épuisement des ressources. Et ce lien, il est direct. Il est en effet miroir. Mais je suis pas la seule, puisque
Glenn Albrecht en a parlé dans Les émotions de la Terre. Et puis les mots actuels, les mots psychiques tels que l'éco-anxiété, la solastalgie, la colastalgie, sont des mots qui rendent compte des souffrances psychiques que l'humain vit face à la destruction du vivant et à la résonance de la souffrance du vivant. Et là, l'éco-psychologie se doit d'être subversive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tant que thérapeute, traiter cela à coup d'allopathie en disant « Allez hop, c'est bon, retournez à continuer entretenir vos paradigmes de destruction intérieure et de destruction extérieure. » Non, ce sont des mots sains, en fait, pour exprimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui pose problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ces liens d'interdépendance et ces liens systémiques de souffrance et du coup de mots qui s'expriment à travers ces souffrances ne vont plus de soi. En fait, on les a oubliés. On a rejeté dans notre ombre, à la fois collective et individuelle, ces liens-là, en établissant en fait une représentation axiologique, c'est-à-dire une représentation du sens du vivant en termes de hiérarchie, où l'humain se met tout le reste du vivant en subordination, sur lequel on exerce des droits, des pouvoirs, d'exploitation. Or, eh bien, on a une bonne partie des humains, hypersensibles, hyper-empathiques, qui, eux, sont en résonance, en fait, avec les souffrances du monde. Okay ? Et ça, eh bien, ces humains-là viennent nous dire, nous alarmer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, qu'il y a des souffrances qui sont vécues dans les corps des végétaux, dans les corps des animaux, dans le corps de la terre, qui sont du coup aussi exprimées dans notre corps vivant. Et ce qui pose problème à l'heure actuelle, c'est pas l'hyperempathie ou l'hypersensibilité, c'est l'hyposensibilité et l'hypoempathie de notre société occidentale, où on cautionne la zombification des êtres humains, et ce, dès l'école, où, et ça c'est quand même juste assez incroyable. Donc c'est un vrai conditionnement qui montre que l'humain, en fait, s'est coupé de ça. Or, le lien, tu me disais, entre ces souffrances, effectivement, anthropologiques, écologiques et humaines, elles sont directes parce que on fait partie d'une grande toile du vivant qui a été déchirée, hein, comme le pose Jane Goodall. Et tout ça à cause de cette cupidité humaine qu'on continue à entretenir. Or, nous sommes dépositaires d'arcanes, de tisseurs à l'intérieur de nous. Il ne faut pas oublier la mythologie nordique avec les Nornes ou la mythologie grecque avec les Moires, qui sont ces tisseuses passé, présent, futur, qui régit les lois de tissage, de fragilité, de complexité systémique et d'interdépendance de tout le vivant ensemble. C'est-à-dire que nos actes ont des conséquences. Et en fait, ce qui est compliqué dans ces liens de souffrance, c'est qu'à l'heure actuelle, les liens sont systémiques, interdépendants, mais on peut les voir de manière directe et malheureusement indirecte. Et ceux qui sont indirects, on a tendance à ne pas les voir parce qu'on ne sait plus penser complexe. Ces liens, on va les voir des fois de manière très tangible et des fois ils sont impalpables. Et pourtant, ils sont présents et ils sont là. Comme on peut voir effectivement la conséquence de la perte d'une espèce et de tout ce que ça implique dans la chaîne du vivant. Et ça, on va peut-être pas le voir, et pourtant c'est réel. Donc, cette question en fait du lien entre souffrance anthropologique, souffrance humaine, souffrance écologique, elle est fondamentale. Elle est au centre effectivement de la préoccupation de l'écopsychologie et pas que, hein, de plein d'autres disciplines, heureusement. Et elle vient poser ce que tu poses, c'est-à-dire ce qu'on appelle le One Health, qui est revenu dans les années 80, le concept d'une seule santé, une santé qui regroupe la santé de l'environnement, la santé des animaux, humains compris, et des végétaux, donc du vivant tout entier. Et c'est ça qu'on est en train de poser. Et tu vois, et du coup tout à l'heure tu me disais le lien avec le burn-out. Eh bien, ça fait 2 ans que maintenant, quand je travaille et que j'accompagne des groupes ou des individus à travailler le burn-out, je vais le faire en lien direct avec nos modes de consommation d'énergie à l'intérieur de nous. C'est-à-dire comment notre mental vient puiser toute l'énergie du corps, comme nous on fait en Occident, où on vient puiser toute l'énergie des ressources parce qu'on a des paradigmes qui nous font croire que c'est normal et qu'on vit sur des ressources illimitées et inépuisables. Et on a exactement cette même relation de nous à nous-mêmes. Et c'est pour ça que ce burn-out, c'est plus le burn-out du travail dans les années 70 qui ont été postulés par Freudenberg. C'est vraiment
un burn-out systémique qui est en reflet avec le pourquoi du comment, en fait, la Terre est épuisée. Oui, je pense que là tu poses quelque chose de très important, c'est que finalement ce mode de fonctionnement, ce mode de relation que l'on a avec la Terre, en fait, nous affecte tous et toutes. Parce que pendant longtemps, on a cantonné ce lien sensible à certains groupes, certaines communautés qu'on pouvait nommer des hippies, tu vois, avant aux États-Unis, dans les années, je crois que c'était 90 ou 70, alors que finalement, ce lien constitutif, il est présent en chacun de nous. Et d'après ce que tu dis là, la souffrance généralisée, c'est qu'on retrouve beaucoup, notamment dans les pays occidentaux. C'est une souffrance aussi de la terre et on peut tous et toutes la sentir. C'est pas uniquement réservé à des personnes qui vont avoir des pratiques, une hypersensibilité. Et ça, je pense que c'est important de le poser, qu'on est tous concernés, on peut l'être si on se relie à nos émotions, à notre corps, parce que il y a cet effet miroir finalement. Complètement, Manon. Tu l'as extrêmement bien exprimé. C'est ça. Et c'est plus qu'un effet miroir. C'est un lien direct, c'est un lien sensible, c'est un lien qui est tangible et réel en fait. Notre corps est vivant et notre corps est régi par les mêmes lois que tout le reste du vivant. Et on a besoin de réapprendre en fait à accepter cela, à remettre notre conscience identificatoire à ça. Oui. Et est-ce que tu penses que justement la période que nous traversons actuellement, à la fois au niveau collectif, avec cette pandémie de Covid-19, avec cette prise de conscience finalement qui commence à émerger d'un réchauffement global, d'une destruction globale de la biodiversité, et en même temps un changement aussi individuel avec de plus en plus de jeunes qui souffrent d'éco-anxiété, de solastalgie, comment ça peut constituer des éléments déclencheurs pour vers un nouveau soi écologique? Voilà, comment mettre des mots, ça peut créer l'élan vers une nouvelle façon d'être au monde. Alors, comment mettre des mots? Eh bien, tu l'as posé, en fait, dans ta question, on a déjà la réponse. Du coup, j'irai juste enclencher. C'est-à-dire que mettre des mots, ça s'est fait naturellement. Ce qui est quand même extraordinaire pour moi, en tant que thérapeute, c'est que l'éco-anxiété, la solastalgie, c'est pas des mots qui ont été posés par des thérapeutes. L'éco-anxiété, ça a été posé par une journaliste. Pareil pour la solastalgie, ça a été posé par quelqu'un qui n'est pas thérapeute. Donc, les mots qui sont donnés à l'heure actuelle pour essayer de rendre compte de cette souffrance psychique due à la souffrance que l'on ressent du monde en déclin et des effondrements qui existent, sont là pour essayer de crier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, en soi, accepter ces mots-là, ça fait du bien, mais c'est pas suffisant. Il y a besoin que ce soit les politiciens sur le plan du collectif, soit les citoyens, mais que ce soit aussi les thérapeutes se mobilisent pour rendre compte que ces mots ne sont pas des pathologies. Elles sont l'expression saine d'une souffrance face à quelque chose que pour l'instant on n'a jamais connu. Et ce qui va amorcer la transformation, c'est la guérison. C'est-à-dire qu'une transformation ne peut pas se passer que sur la tête, elle va se passer dans le corps. La guérison, c'est un process intérieur. Donc l'éco-anxiété, c'est l'expression d'une angoisse profonde face à quelque chose qu'on anticipe mais qu'on ne peut même pas anticiper. Et ce qu'on va venir aider, c'est aider à revenir sur l'accueil des émotions, l'accueil du ressenti, essayer de retrouver à l'intérieur de son corps des espaces de guérison. On va apprendre à accueillir la souffrance, mais surtout à apprendre à la transformer. Ne pas avoir peur de souffrir. En fait, on ne peut pas avoir peur de souffrir. Ça fait partie aussi de la joie, des émotions qu'on va venir prendre ensemble et confronter. Mais on va venir apprendre à mobiliser cette souffrance pour qu'on puisse en faire quelque chose. On ne va pas la subir, on va la rendre active. Et donc, du coup, tout le travail avec ces mots MAUX et MOT, ça va être d'apprendre à revenir sur des process de guérison. Et les process de guérison nous amènent forcément vers une transformation, c'est-à-dire un réalignement profond entre ce que l'on ressent, entre nos valeurs et notre ancienne partie de nous.
Parce que tu vois, Manon, moi, j'aime me définir comme étant une femme qui a été et qui est encore modelée dans la glaise de l'ancien monde, avec les paradigmes de Descartes, avec les paradigmes de clivage, de rejet, avec les paradigmes de domination. Et forcément, tout ça, ça crée des mots à l'intérieur de moi. Et le réalignement ne se fait pas en une fois. En fait, il va se passer en plusieurs fois, à plusieurs moments. Ça va prendre du temps. Et c'est ça aussi qu'il faut accueillir, c'est que c'est un temps individuel, un temps collectif, mais ces transformations s'opèrent. C'est-à-dire que le fait que maintenant qu'il y ait des mots qui se posent, qu'on commence à s'en saisir dans le débat public, qu'il y ait des personnes comme toi, Manon, et d'autres personnes qui se saisissent, tu vois, de ce qui se passe, de ces souffrances, et qu'elles puissent trouver leur voie d'expression, vont faire que dans le conscient collectif, on va se rendre compte que on doit faire de la guérison, une guérison individuelle et collective. Et c'est ça l'éco-psychologie, c'est que on va pas que guérir tout seul dans son coin. On va accompagner les personnes à aussi prendre leur place dans la grande forêt du vivant pour qu'elles puissent trouver là où elles vont être bonnes pour soigner et guérir. Tu vois ? Oui, je comprends. Et c'est génial justement, puisque vous êtes en train avec Johan Svechar de créer l'association francophone d'éco-psychologie, la FECOP, tu le mentionnais tout à l'heure. Et moi, tu vois, ça m'a fait l'effet d'un souffle que ce groupe existe, parce que c'est l'occasion d'échanger autour de cette thématique, de mettre pas en confrontation, mais en tout cas en circulation des idées avec des spécialistes très différents. Vous avez organisé notamment le sommet virtuel de l'éco-psychologie qui a eu lieu là début mai, et il y en avait à la fois des juristes, des philosophes, des psychologues, et c'est merveilleux en fait d'avoir créé cet espace de circulation. Je sais pas si tu veux nous en dire un peu plus sur la FECOP, quels sont les enjeux de ce groupe, comment vous rejoindre. Oui, est-ce que tu peux nous en dire davantage, s'il te plaît? Oui, alors la FECOP a pu émerger de Stéro grâce, et ça je tiens à le repréciser, c'est hyper important, c'est pas moi et Johan qui avons fait émerger ça, grâce aux anciens aussi en France, notamment Marie Romanens, Patrick Guérin, Michel-Maxime Heger, Jean-Pierre Ledanf, Julie Cabot-Nadal, qui ont essayé d'implanter l'éco-psychologie il y a une vingtaine d'années, et voilà, eux ils ont retourné le terrain déblayé alors que la terre était très sèche. Ça a peut-être pas trop marché. On va dire que la FECOP bénéficie de tout leur travail. Et aussi du travail de l'éco-psychologie qui est hyper bien implanté dans le réseau belge et dans le réseau suisse. Donc, merci vraiment à eux parce que la FECOP peut naître de ça. Et tu l'as très bien posé, Manon, en fait. Dans la FECOP, on se veut réunir les différentes déjà voies de l'éco-psychologie parce qu'on va aller des fois de l'écologie plus profonde, d'un AS, c'est-à-dire où là, on dit, non, en fait, il faut complètement réensauvager l'individu et puis aller sur un nouveau monde totalement. Des personnes qui vont aller dire, mais non, en fait, peut-être on va être plus soft. Bref, peu importe, il y a différentes voies. Et comme tu l'as posé, différentes disciplines. Et nous, on veut à la fois faire circuler la parole, mais tu l'as bien dit, confronter au sens de Morin, c'est-à-dire créer une dialogique, une troisième voie, où on ne va pas venir fusionner les différents courants, mais on va venir permettre que chaque identité puisse s'exprimer en œuvrant sur des principes communs, c'est-à-dire prendre soin du vivant, de manière générale. Et du coup, la FECOP, elle est née de ça, elle est née d'une rencontre de cœur avec Johan, elle est née dans le cœur aussi, parce qu'il y a vraiment cette idée que chacun et chacune puisse prendre sa place, puisse exprimer sa voix, parce que là, j'en reviens quand même à Rosnack, où je fais un petit clin d'œil. En 92, elle a écrit un livre qui s'appelle, alors je suis nulle en anglais, mais The Voice of the Earth, la voix de la Terre. Tu vois, l'éco-psychologie, c'est ça. C'est une voix qui est enracinée. C'est une voix qui doit s'exprimer. C'est des voix subversives, c'est des voix transdisciplinaires. Et que clairement, quand on se balade en forêt, et quand, par exemple, on va faire un bain de forêt, on va faire une éco-pratique. Moi, j'adore faire une éco-pratique avec un écologue à côté. Parce que ma pratique de psychologue va forcément venir capter des liens pour voir comment, à l'intérieur de l'individu, ça fait sens, comment mettre des mots, comment faire ressortir l'émotion, comment travailler la guérison et la transformation dans l'humain. Et l'écologue va juste faire 3 mètres
Et lui, il va nous faire pénétrer dans un univers que moi, je connais pas. Il va nous faire voir des liens, observer, comprendre, faire du sens. Et du coup, on a besoin de ces regards, de ces connaissances, de ces sensibilités multiples, tu vois, pour nous faire revivre le vivant. Et ça, c'est fondamental. Voilà. Bon, bref, je me suis emportée. Mais du coup, la FECOP a cette volonté, cette synergie, et de faire un tissage sur la francophonie, et aussi, d'un point de vue plus régional aussi en France. Bon, après, c'est encore un bébé, hein, elle a 1 an, donc du coup, elle va prendre du temps. Mais voilà, il y a de plus en plus de forces vives qui viennent, dont toi, Manon, aussi. Et voilà, ça, c'est que du bonheur, quoi. Oui, c'est ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un groupe en pleine constitution, donc on peut justement trouver sa place pour œuvrer en fonction de notre temps et de ce qu'on veut apporter aussi à ce groupe-là et au monde. Donc c'est chouette d'imaginer des futurs groupes régionaux, voilà, différentes actions. On peut vous retrouver sur le site internet de la FECOP qui est très bien fait, et vous proposer une formation. Oui, mais il est clair en tout cas. Il y a également une formation à l'éco-psychologie. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Bien sûr, oui, je veux bien, merci. Alors, cette formation d'éco-psychologie, elle est aussi à la fois dans le cœur et dans un besoin de donner des outils aux personnes qui accompagnent, que ce soit dans des éco-pratiques ou des écothérapies. Donc déjà, on a beaucoup travaillé aussi avec la Belgique et puis peut-être avec l'Université de Fribourg qui, eux, proposent l'éco-psychologie pour faire en sorte qu'il y ait une formation en éco-psychologie en France qui soit, on va dire, plus structurée, qui propose les différentes voies d'éco-psychologie. Moi, j'appelle ça créer sa roue médecine de l'éco-psychologie, c'est-à-dire avec ce qu'on est, avec son histoire, mais aussi avec ce qui va venir résonner dans les différents courants d'éco-psychologie, d'aller trouver sa voie. Et de proposer aussi des outils qui viennent sécuriser le groupe et le terrain. Parce que ça, c'est tout le problème aussi et l'écueil qu'on a, c'est que tant mieux, il y a plein d'éco-pratiques qui émergent, il y a plein de stages, plein d'ateliers, mais il y a très peu de sécurisation qui sont offertes. Et quand je parle de sécurisation, c'est que là, nous, on travaille à l'heure actuelle face à la destruction du vivant. Donc, on vient toucher directement des sujets comme le deuil, comme l'anxiété, voilà. Et la peur de la mort, c'est bien le plus gros tabou qu'on est en train de faire ressortir à l'heure actuelle dans notre société. Et ça passe pas crème. Et dans n'importe quel atelier. Donc, on peut avoir des décompensations et on peut avoir surtout, dans l'atelier, ça peut bien se passer, mais on peut avoir des déstructurations pour les personnes après les stages. Que ce soit de TQR, de fresques de climat, on le voit de plus en plus. Et du coup, le vrai travail, c'est aller sécuriser. Donc, bref, cette formation avec Yuan, on l'a vraiment conçue pour à la fois être dans des théories, mais surtout beaucoup de pratiques. On va venir réensauvager en douceur l'individu avec 3 stages qu'on propose et avec un réensauvagement de plus en plus dense, notamment à la fin, comme une sorte de rite de passage, avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, Michael, qui est dans le Vercors et qui lui propose des stages de réensauvagement, qui est un être extraordinaire, très doux. Et voilà, et l'idée, c'est de permettre aux gens de vivre des transformations intérieures pendant 9 mois et en même temps pour être dans la capacité du coup de mieux accompagner après. Donc l'idée, c'est vraiment sécuriser l'individu, sécuriser le groupe, apprendre à se transformer pour accompagner correctement les transformations à l'extérieur. On aille dans le monde de la politique ou dans le monde de la thérapie ou dans le monde des pratiques, peu importe, ou dans le monde universitaire. Et l'idée, c'est d'aller travailler ça. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuelle, pour toutes ces informations tellement importantes et vraiment, j'ai senti que tu avais transmis ça avec, voilà, toute ton âme. Donc, merci vraiment pour ça. Est-ce que pour finir, tu pourrais répondre, s'il te plaît, à la question signature du podcast, qui est celle de la nouvelle conscience? C'est le nom du podcast. Et pour toi, comment ça résonne, cette idée de nouvelle conscience? Alors, j'ai pas préparé. Alors, si vous entendez ronfler à côté, excusez-moi. La nouvelle conscience, c'est aussi, j'ai une petite chienne qui est très ronfleuse, donc je suis désolée, Manon, pour ton podcast. Mon chat aussi ronfle parfois sur les épisodes. J'avais peur qu'il soit là aussi, mais non, pas aujourd'hui. Du coup, elle s'est étalée adorablement à mes pieds dans une totale confiance. Donc, je suis désolée si vous entendez ronfler. Donc, la nouvelle conscience, pour moi, finalement, merci ma petite chienne, c'est un profond réveil. Voilà. Du coup, pour le coup, ça passe par un réveil profond où on
En fait, c'est de la multiconscience qui vient se réveiller. C'est à la fois une conscience expérientielle, phénoménologique, qui se vit dans le corps, et une conscience dans le concept que on doit accompagner à penser autrement, à penser des relations d'interdépendance, à s'obliger à avoir des représentations axiologiques, c'est-à-dire de valeurs de l'être humain, où on passe d'une valeur hiérarchisée à des valeurs peut-être plus biocentrées ou écocentrées, c'est-à-dire où l'homme n'est plus au centre, mais c'est une toile du vivant qui est tissée. Et ça demande beaucoup de temps, c'est pas facile. Moi-même, je suis encore en pleine transformation, ça demande de la flexibilité mentale. Et du coup, c'est un travail en pleine conscience, à la fois dans le corps, dans l'émotion, dans le ressenti, mais aussi une conscience de ses pensées. Pour apprendre, alors, avec différents outils, la méditation pleine conscience, mais pas que, il y a plein d'autres outils de thérapie différentes, à se relier autrement. Et en fait, la conscience, à l'heure actuelle, qui est la plus fondamentale, c'est revenir à la conscience du vivant et de l'humilité. Je crois que, moi, en tout cas, mon leitmotiv, c'est l'humilité. Parce que dans ce terme, on a tout. On a son origine étymologique avec l'humus et l'homo. Et c'est là d'où on vient, en fait, cette petite couche toute fine, d'accord, qui englobe la terre et grâce à laquelle naît tout le vivant et meurt tout le vivant et se recycle tout le vivant. Donc, c'est une conscience de vie, de mort, de renaissance. Et je crois qu'elle est là, en fait, cette conscience de l'humilité. Voilà, Manon, ce qui vient dans mon cœur spontanément. C'était très, très, très beau. Et oui, le retour à la racine, tu vois, l'humus, j'avais jamais fait le lien entre humus, homo, et dit comme ça, je trouve que ça donne encore plus d'espace à l'humilité, justement. Merci Emmanuel. On peut te retrouver sur ton site internet Centrez-vous, où tu proposes des accompagnements individuels à Montpellier et également aussi à distance, il me semble aussi, en distanciel. Je propose aussi des ateliers de plus en plus, qui se font un peu partout. Des ateliers, et puis ta chaîne YouTube également, Emmanuel Delrieux, voilà, où tu relais certaines des conférences, notamment sur les hauts potentiels intellectuels. Donc c'est très très riche. Donc merci beaucoup pour ta présence. Merci. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur les différentes plateformes de téléchargement. N'hésitez pas également à venir vous abonner sur son compte Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Cela lui permettra de recevoir une meilleure visibilité. Je serai également ravie d'échanger avec vous pour toute forme de partenariat, de collaboration au sujet de cette construction d'une nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.